La première question, Pierre, à laquelle on aimerait avoir votre retour et vos explications, puisque vous êtes un des pionniers de la capitalisation, c'est un petit peu le face-à-face ou le côte-à-côte, je ne sais pas comment on peut dire, de la capitalisation et de l'évaluation. On a, en effet, depuis dans les années 70, on parlait surtout de connaissances scientifiques qui apportaient de l'eau au moulin au service des praticiens. Et puis, dans les années 80, on a beaucoup parlé de l'évaluation. L'évaluation est devenue même très, très à la mode. Et puis, petit à petit, il y a à peu près une vingtaine d'années, peut-être vous me direz plus, hein, puisque vous-même, il y a une trentaine d'années, vous commenciez à parler de la capitalisation. Mais l'idée de capitalisation, le terme capitalisation commence à s'imposer depuis 15-20 ans, disons, en gros. Et on aimerait, vous qui avez du recul sur toute sur ce concept, sur cette pratique, vous entendre sur ce pourquoi de l'idée de capitalisation, cette évolution, évaluation, capitalisation, ce côte-à-côte, ce face-à-face, en termes d'enjeux, en termes d'intérêt de la capitalisation. Est-ce que vous entendez vous-même par capitalisation? Oui. Ces questions d'évaluation ou de capitalisation entrent elles-mêmes dans un champ encore plus vaste que j'appelle les outils et méthodes de l'intelligence et de l'action collective, qui s'imposent dans le monde contemporain par le fait que ça ne peut plus se réduire à des institutions. L'action collective, elle va au-delà de réseaux associatifs, elle mobilise des réseaux, des communautés, des alliances, des coalitions beaucoup plus vastes. La réflexion collective, l'intelligence collective, la production ensemble d'une compréhension de la réalité, tout simplement, mettent en œuvre des mécanismes et des moyens nouveaux. Ce qu'il est fondamental de retenir là, c'est la nécessité de développer des méthodes. Quand on regarde la question centrale qui est posée, qui est comment réflexion et action se nourrissent mutuellement. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les seuls acteurs réellement organisés pour mobiliser les connaissances, notamment scientifiques, au service de l'évolution de la société, ce sont en fait les entreprises. Les entreprises, depuis le 19e siècle, sont organisées comme un gigantesque système de médiation qui articule d'un côté les connaissances mécaniques, chimiques, physiques d'un côté et les attentes d'une clientèle de l'autre. Et si vous analysez d'un peu loin une entreprise, vous comprenez que tout est organisé pour faire le lien entre les deux. Dans les domaines les plus importants de la société, l'évolution des villes, l'évolution de la société, nous n'avons absolument pas l'équivalent. Et donc la question de savoir comment réflexion et action s'influencent mutuellement est devenue une question majeure et en général extrêmement peu réfléchie. Alors quelles ont été les étapes de ça? On pourrait parler d'une première étape dans les années effectivement 70, c'était le début de ma carrière professionnelle comme haut fonctionnaire dans les domaines de l'aménagement urbain. Le grand thème, c'était comment les praticiens utilisent les résultats de la recherche. Et on avait cette représentation du ruissellement. Il y a des chercheurs qui produisent du savoir, et puis on va inviter les praticiens à s'emparer de ces savoirs. Et ça s'est traduit, notamment dans le monde rural d'ailleurs, par des méthodes de vulgarisation. Donc c'était l'idée d'un ruissellement du savoir qui allait atteindre la pratique. La question de comment on remontait de la pratique vers les savoirs était censée échapper complètement aux praticiens. C'est de nouveau des corps professionnels de chercheurs qui s'appropriaient littéralement la réalité du vécu des praticiens pour reproduire des connaissances. En réalité, l'expérience a montré que ça marchait extrêmement mal. Ensuite, sont venues les idées d'évaluation. Puis,
j'ai défendu à partir des années 80, effectivement, à partir de déjà, j'avais 30 ans d'expérience à l'époque, que non, il fallait aborder la chose sous un tout autre angle, qui était celui de la capitalisation d'expérience. À l'époque, la notion d'évaluation a porté sur deux objets différents qu'il faut comprendre. D'une part, l'évaluation de projet, et d'autre part, l'évaluation de politique. Dans les deux cas, ce qui caractérise l'évaluation, ce sont des gens extérieurs à l'action qui évaluent. La deuxième caractéristique, c'est qu'en général, c'est typique de l'évaluation de projet, on travaille sur des objets délimités. Voilà, le projet a un début, une fin, on en a identifié les objectifs, c'est poussé jusqu'à la caricature dans le système européen, avec on vous impose le cadre logique, enfin les objectifs, les sous-objectifs, les délivrables, les critères d'évaluation, toute une espèce de tringlerie absurde, si vous voulez, qui présuppose qu'on peut identifier d'abord que les projets sont utiles au développement, ce qui reste évidemment à démontrer, puisque c'est une juxtaposition de morceaux à court terme, et deuxièmement, une hypothèse épistémologiquement absurde, qui est qu'on peut isoler l'impact d'une action particulière à l'intérieur de l'évolution d'une société. Donc, ces outils d'évaluation qui ont été extrêmement à la mode. Dans les années 80, toutes les universités ont créé des chaires d'évaluation, et liées en réalité non pas aux besoins de l'intelligence collective, mais est liées aux besoins des financeurs, qui sont anxieux de savoir si leur argent a servi à ce à quoi ils visaient. Donc c'est pour ça qu'on s'enferme dans les critères a priori des buts visés, et d'autre part qu'on présuppose qu'on peut évaluer comme ça un impact isolé et à court terme. Donc on voit que la dimension séparation, critères a priori et évaluation externe est très caractéristique de l'évaluation de projet. L'évaluation de politique a été introduite notamment par Michel Rocard à la fin des années 80, quand il était Premier ministre, du moins en France, est une exigence, je dirais, beaucoup plus riche, beaucoup plus noble, qui était de dire le corps politique passe son temps à faire des lois, à voter des budgets, etc. Et la capacité d'appréciation de l'impact de tout ça est en général très limitée. Mais l'évaluation de politique a eu au fond deux branches. La première branche est ce que j'ai appelé la logique de l'artilleur. On est toujours dans l'extérieur, on regarde les acteurs, mais de l'extérieur, et d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, on distribue plus ou moins des notes en fonction d'une réalité supposée objective qu'on observe. Personnellement, j'ai défendu à l'intérieur de cette branche de l'évaluation des politiques une thèse tout à fait différente, inspirée de la capitalisation, qui est de dire non, ce qui compte dans une politique, c'est que l'ensemble des acteurs puissent adopter une attitude de réflexion par rapport à leur action. Et donc, fait l'hypothèse de leur capacité à sortir d'un jeu de rôle qui consiste à juste défendre leur position, pour dire nous sommes prêts ensemble à réfléchir, à lever le nez du guidon pour essayer de comprendre tout simplement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on se retrouve déjà dans une évaluation beaucoup plus riche et qui comporte sa dimension d'auto-transformation. La capitalisation part, elle aussi, de l'idée que les acteurs sont intelligents, qu'ils se posent des questions sur l'action. Alors peut-être un point important sur les rapports entre réflexion et action. Quelquefois, les gens, dans l'action, insistent sur leur pragmatisme, comme s'il n'y avait pas de pensée derrière, comme si la pensée naissait de l'action elle-même. Bien entendu que non. On est d'autant plus dépendant de nos représentations du monde qu'on ne les perçoit pas. C'était la fameuse expression de Heidegger, le plus difficile dans le monde, c'est de voir ses lunettes, puisqu'on voit le monde à travers ses lunettes. Donc,
tout acteur, et en réalité, a sa représentation du monde, a sa pensée. La question est de savoir comment cette pensée est en mesure d'évoluer en fonction de l'action elle-même. Donc, premièrement, la notion de capitalisation repose sur l'idée de capacité de réflexion de l'acteur sur leur propre action. Deuxièmement, en règle générale, il n'y a pas uniquement de capitalisation individuelle. Il y a capitalisation d'expérience, quand expérience est mise au pluriel, et donc quand un certain nombre d'acteurs qui s'identifient les uns aux autres, qu'ils forment ou non formellement une communauté, mais qui se sentent au fond engagés sur le même type d'action, se disent on peut se nourrir mutuellement la réflexion des uns des autres. Troisièmement, c'est une démarche apprenante, c'est-à-dire que à travers ce processus, on pense qu'on sera capable de mieux agir demain, parce qu'on aura mieux compris, parce qu'on sera mieux nourri des différences des uns avec les autres. C'est un processus de constitution de ce que j'ai appelé à propos des territoires le capital immatériel. C'est-à-dire que la grande force des communautés, c'est quand ils sont capables de s'approprier des outils, s'approprier des méthodes, d'avoir réfléchi sur la réalité, d'avoir progressé exactement comme le cerveau humain progresse. Par définition, par différence avec l'évaluation de projet, les critères d'appréciation sont complètement ouverts a priori. C'est-à-dire que quand on se met à réfléchir à sa propre expérience, on ne dit pas on y réfléchit seulement sous tel angle, tel angle et tel angle. Et donc il n'y a pas cette idée qu'on va renfermer l'action sur elle-même, que les critères seront définis par les objectifs initiaux, etc. Il est très fréquent dans des processus de capitalisation de l'expérience qu'on découvre des choses sur des domaines tout à fait différents de ceux qu'on imaginait au départ. Voilà. Et donc, hypothèse optimiste, la capacité de l'acteur à penser à partir de leur action, idée qu'il y a un moment pour mettre en commun, et hypothèse qu'il y a des méthodes pour construire, confronter ces expériences. Voilà les dimensions fondamentales. Ce qui explique que quand j'ai introduit la notion, c'était au début des années 80, j'ai même eu des réactions de partenaires de la Fondation qui me disaient « mais capitalisation expérience, je ne suis pas un capitaliste, moi, monsieur, je suis l'association. » C'est-à-dire, plus vous êtes engagé de manière désintéressée, et plus vous devez être compétent. Et plus vous devez avoir des exigences sur l'efficacité de vos actions, et cette efficacité ne peut se construire progressivement que si on est capable de défendre de l'action elle-même. Et donc, la capitalisation d'expérience est une des dimensions d'une autre vision des rapports réflexion-action, où effectivement, on progresse ensemble sur la compréhension d'une réalité qui elle-même se transforme.